À tous et merci d'être présents aujourd'hui. J'espère que d'autres personnes vont se connecter au cours de l'heure et demie qui va suivre. Alors, 16e trimestre du SCO, c'est toujours notre exercice tous les 3 mois. Alors, cette fois-ci, on a identifié 3 projets SCO qui sont bien avancés. Donc, sur les cordons littoraux, enjeux et solutions. Donc, c'est un thème particulièrement important là dans les 6 prochains mois, euh, parce que pas plus tard que qu'hier, qu'avant-hier, il y a eu une réunion donc sous l'égide de Monaco sur la constitution d'une alliance Space for Ocean qui sera officialisée début juin. Et donc, on entre en fait dans on va dire en soutien de tout ce qu'on peut faire euh, dans le SCO à travers les projets à cette initiative. Donc, pour la conférence des Nations Unies sur les océans début juin. Alors, euh, euh, aujourd'hui, si on pouvait prendre le prochain slide, merci. On a donc 3 projets, donc EO for Wetland. Je remercie Vincent et peut-être Franco est là également pour cette présentation qui va nous amener du côté d'un polder, la frontière belge et des Pays-Bas. C'est très intéressant. IO for Intertopo qui sera présenté par Simon Deschamps. Donc ça, c'est l'équipe de Rouen qui est avec Benoît et Edouard, hein, voilà, qui travaille avec nous déjà depuis pas mal de temps. Il y a également des projets au Sénégal. Et puis Rémi qui nous présentera eh bien ce qui est fait ce que fait la Bluesham et notamment bien sûr le projet Taatai qui est la version 2 de ce qui a été fait précédemment. Voilà. Alors je vais vous laisser la parole, mais je voudrais quand même vous dire que on a un peu modifié les mécanismes d'inscription puisqu'on utilise maintenant un Mailchimp pour rayonner. Donc, Marc va vous partager à nouveau cette inscription, le lien d'inscription à notre liste, ce qui nous permet de gérer les choses de manière un petit peu plus propre. Voilà. Et dernière information quand même, jeudi dernier a eu lieu le congrès du SCO France au ministère des Affaires étrangères à Paris. Donc, c'était vraiment très, très bien. Voilà, donc le message principal, c'est continuons à bien faire rayonner nos projets. En tout cas, nous, on essaye de faire rayonner ces solutions et de les croiser avec des enjeux plus globaux, l'UNOC évidemment, mais également les politiques d'adaptation nationales. Et on a, c'est pas le lieu, mais toute une programmation pour la mise en lumière au niveau international de tous ces projets. Voilà, j'en ai fini et je laisse la parole à Vincent certainement ou Franco. Juste pour démarrer la présentation de ce projet, on a fait une petite vidéo d'introduction pour présenter les objectifs et le contexte du projet. Donc je vais la lancer et ensuite je laisserai la parole à Vincent et à Franco. Après des siècles de poldérisation, conquête artificielle des sols sur la mer, la dépoldérisation est amorcée pour rendre ces espaces à la nature. Cette renaturation s'avère aujourd'hui prometteuse pour faire face aux catastrophes telles que les inondations et les marées exceptionnelles. Le principe est simple, aménager des brèches pour laisser la mer reprendre sa place et favoriser la sédimentation. Cette dernière permet la renaissance de vasières et de prés salés, créant ainsi un espace tampon favorable au développement d'une zone humide et bénéficiant de sa capacité à freiner la houle. Une de ces restaurations en cours est étudiée de près par le projet EO for Wetlands. Celle des polders Hedwige, Pays-Bas, et Prosper, Belgique, situés de part et d'autre de la frontière. La zone humide de Staffingue, en contact avec les 2 polders, est également étudiée et servira de site de référence pour comprendre la dynamique de la renaturation et son évolution sur le long terme. Le projet est piloté par 2 équipes des directions territoriales Normandie-Centre et Occitanie du CEREMA, l'équipe de recherche UNSUM, évaluation non destructive des structures et des matériaux,
ainsi que le pôle satellite et l'entreprise privée Geomatis. Le projet est financé par le CNES et inclut des partenaires internationaux tels que la Fondation Stoa, Pays-Bas, l'Université catholique de Louvain, le MOW Vlaanderen, Belgique, et français, avec l'implication de France Dig et du GIP Seine-Aval, ainsi que les agences spatiales Belspo, Belgique, et NSO, Pays-Bas. Le projet consiste à implémenter un jumeau numérique développé par Geomatis du site d'études qui permet de suivre la dépoldérisation des polders Edwige et Prosper et la dynamique d'évolution de la zone humide de Staffinge. Les deux équipes du CEREMA sont impliquées en amont en fournissant toutes les observations qui serviront à alimenter le jumeau numérique. Ce jumeau numérique a pour but d'aider les gestionnaires des zones humides à mieux prendre en charge les risques d'inondation et l'état de santé des écosystèmes côtiers. Pour une surveillance efficace des zones humides, il est nécessaire de récolter un maximum de données de télédétection grâce au duo satellite et aéroporté, le tout appuyé par les données in situ. Les données de télédétection se basent sur l'utilisation d'une quinzaine de satellites, dont les plus connus sont ceux des programmes Sentinel et Landsat, qui fournissent des images radar, optiques, proches infrarouges et infrarouges thermiques. Des photographies aériennes géoréférencées à très haute résolution et des modèles numériques de surface sont également utilisés. Le jumeau numérique permettra de visualiser toutes les observations et d'en extraire des indicateurs sous forme de cartes ou de graphiques décrivant l'évolution spatiale et temporelle de la végétation, la teneur en eau de la végétation et du sol, la limite du front d'eau. Les données in situ préciseront les données de télédétection par diverses mesures, comme la température en surface et subsurface du sol de Staffinge et de l'ESCO. Enfin, pour prendre en compte la dynamique de la zone humide et l'impact passé et futur du réchauffement climatique sur les zones humides, le projet se base sur 40 ans d'observation satellitaire. Formidable espace naturel, tant pour la biodiversité que pour lutter contre les phénomènes extrêmes, les zones humides sont des puits de carbone fondamentaux, qu'il convient de sauvegarder pour contrebalancer les émissions anthropiques de CO2. EU4Wetlands est un projet innovant qui pourra accompagner la renaturation des zones humides à travers le monde. Donc, Vincent Artaud, Géomatis. Comme ça a été mentionné, en gros, le Géomatis est en charge de développer un jumeau numérique pour pouvoir intégrer les données du SCO, de ce SCO, et avoir un outil pour pouvoir visualiser les phénomènes. Le jumeau numérique, en deux mots, Géomatis s'est lancé dans la constitution d'un jumeau numérique multimilieu qui permet à la fois d'observer les parties continentales, mais aussi océaniques. Donc, on a fusionné le bathymétrie et altimétrie et modélisé les grandes structures géophysiques, donc notamment le dioptre. Donc, on a la surface de l'eau aussi qui est modélisée à l'échelle globale. Dans l'effort de fusion entre la partie bathymétrique et altimétrique, en fait, on s'est aperçu que sur la frange littorale, on avait besoin de données assez fines pour éviter certains on va dire, problèmes de jointure. Et on a travaillé, alors en France, sur les aspects, sur du LIDAR, notamment avec les lithos 3D du CHOM. Et on s'est dit que dans le cadre du SCO, le SCO enfin, ce projet SCO serait parfait en fait pour pouvoir travailler justement sur l'interface entre la terre et la mer et commencer à visualiser des phénomènes de façon assez fin et sous couvert bien sûr d'avoir des données suffisamment précises. Donc, le gros intérêt du jumeau numérique tel qu'on l'a développé, c'est qu'il est capable d'utiliser des données géographiques, mais aussi hydrographiques, océanographiques et météorologiques. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on s'est lancé dans le développement de la plateforme pour IO4 Wetland. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en gros, on a récupéré de la donnée LIDAR pour pouvoir affiner le modèle numérique, avoir une vision beaucoup plus fine. On a récupéré naturellement les données satellitaires, donc au sein d'une plateforme qu'on développe qui s'appelle Examind. On a récupéré toutes les données d'observation de la Terre utilisées par le CEREMA. Et l'enjeu, c'était de récupérer toutes ces données, de tout restructurer dans un format 3D, 4D, pour pouvoir mieux visualiser les phénomènes. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, une fois l'environnement 3D constitué, on a commencé à agréger les données donc, produites par le CEREMA, notamment
tous les indicateurs produits à partir des données d'observation de la Terre, NDVI, EVI, GNDVI, SAVI, et afin de pouvoir visualiser ces phénomènes sur le site. On a aussi travaillé sur des modes euh, on va dire, de réalité augmentée, mais plutôt d'amélioration de la visualisation de certains phénomènes qui n'étaient pas forcément, qui sautaient pas aux yeux au premier abord. Donc, on a travaillé notamment sur la représentation des quantités au travers de bar charts sur la zone pour avoir des représentations en relief, en gros, de certains, de la réponse de certains indicateurs. Et naturellement, on a développé des outils qui permettent de pouvoir visualiser les données sur des transects, notamment ce qu'on voit sur les images en bas. Autre point, ce jumeau numérique, il a vocation à intégrer de la donnée temps réel, proche temps réel. Il y a une sonde installée sur le polder qu'on monitor. Et donc là, l'enjeu, c'était de pouvoir récupérer ces données pour pouvoir visualiser en gros les données du capteur en proche temps réel sur la solution. Donc, et puis après, à terme, dans l'optique où on aurait plusieurs capteurs répartis sur la zone, pouvoir visualiser de la même façon les données représentées spatialement et avec toujours en représentant les volumes et les quantités, les mesures de façon en 3D pour mieux appréhender les phénomènes. Voilà. Donc, je parlais de la mesure sol vue. Donc là, typiquement, c'est un exemple de l'utilisation des données de la sonde, hein, puisque là, on voit effectivement l'historique des données. Donc la sonde, en fait, vient récupérer des paramètres physiques dans le sol, dont la température. Et donc là, l'enjeu, c'est de pouvoir représenter ces valeurs directement dans l'outil en cliquant sur la sonde. Voilà, donc je laisse la parole à Franck. Merci, merci Vincent. Et donc, bonjour à tous et toutes. Côté CEREMA, on travaille en utilisant deux types de données. D'un côté, la donnée spatiale, j'avais dire 40 ans de données sur différents domaines spectraux, différentes résolutions, soit spatiales entre 50 cm et 1 km, et temporel, ça veut dire journalier, ponctuel, tous les 8 jours, etc. Et d'autre côté, la donnée in situ de la sonde installée dans le cadre de ce projet, comme disait mon collègue Vincent, mais aussi d'un magnétographe installé juste à côté de la zone humide qui nous permet de faire la suivi de, par exemple, la surface inondée et les marées qui ont une grosse influence sur cette zone humide. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, l'objectif ici, c'est donc à partir de ces données spatiales et les données in situ qui nous permettent de déterminer différents indicateurs pour, d'un côté, surveiller l'évolution de la zone humide en tant que zone de référence, on dirait, pour les appliquer sur les anciens polders Edvig et Prosper, ça veut dire la zone dépolderisée. Suivant, s'il vous plaît. Donc, à partir des données Sentinel-2 et une charte de végétation 2016, en campagne in situ, on a réussi à faire une classification de la végétation par une technique de machine learning pour identifier et spatialiser plutôt les différents habitats de cette zone humide, ce qui nous permet, par exemple, en bas, on voit une série temporelle de la qualité de la végétation, un DVI en utilisant des images Sentinel-2, juste pour l'habitat correspondant aux marais salés hautes. Par exemple, on pourrait faire la même chose avec les autres habitats et sur les différents index, température de surface, etc., mais aussi de la surface inondée, c'est qui nous a intéressés, qui va vous expliquer tout de suite. Suivante, s'il vous plaît. Donc, pour cet exercice, on a fait un exercice de corrélation entre les niveaux des marées et la couverture d'eau l'identifiant en utilisant des données de Sentinel-1, donc radar, et Sentinel-2 optique, et nous a donné des corrélations d'espèrement, par exemple, au-dessus pardon, de coefficient d'espèrement de
0,78 dans les cas des radars et 0,99 dans les cas de l'optique qui sont très, résultats très intéressants. Suivant. Donc, d'autre côté, on a aussi fait l'exercice de corrélation entre la température des surfaces, on dirait satellite, à partir des missions MODIS, Aquaterra et Landsat 8, et les données, les mesures de la sonde à 5 cm, les mesures des températures des surfaces. Et ce qui nous a donné des résultats de corrélation de coefficient de personnes, par exemple, au-dessus des 0,90, des résultats très intéressants qui nous donnent un peu de certitude sur les mesures satellites au niveau des températures. Voici l'emplacement de la sonde, juste pour avoir une référence. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, ça, c'était côté zone humide et côté zone dépoldérisée, les polders Hedwig et Prosper. Si on fait une évolution, on suit l'évolution à court terme, on a trouvé par exemple, à gauche, on voit une série temporelle du signal VH de Sentinel-1. En rouge, un pixel dans la zone humide, pardon, dans la zone dépolarisée, et en bleu, la zone humide. Et on voit un changement radical juste après la dépolarisation, ce qui est évidemment à cause de ce qui signifie. Mais par contre, à droite, on voit la suivi d'une zone dépolarisée aussi au rouge harmonie d'un ancien polder qui a fallu attendre au minimum de 5 ans pour avoir des valeurs de NDVI supérieures ou égaux à la zone humide voisine. Donc, ça, c'était une possible durée minimale dans notre cas de polder Hedwig et Prosper si on fait une évolution à long terme. On a suivante, s'il vous plaît. Et au niveau des statuts du projet, on est dans la dernière partie, la partie intégration et test de la solution et le déploiement. Notre dernière réalisation sont celles que je viens de vous présenter, en ajoutant aussi la détermination des indices et la meilleure représentation de ceux-ci, des résultats que je viens de vous montrer, et l'intégration aussi, bien sûr, de ces produits sur le jumeau numérique. Et maintenant, nous, on est en train de travailler sur l'évolution du modèle numérique des surfaces pour notamment évaluer, faire la suivi des changements de la sédimentation dans la zone dépoldérisée et aussi alimenter avec ça le jumeau numérique pour les mettre en ligne avant juillet 2025, qui est la date de la fin du projet. Et juste maintenant, nous, on est en train de discuter la suite du projet avec notre partenaire. Et voilà, merci beaucoup. Ça, c'était notre présentation. Maintenant, passer aux questions. Oui, merci Franck. Moi, j'ai une question sur sur la suite, c'est-à-dire, je sais qu'il y a un projet qui s'appelle Bonsaï. Comment est-ce que vous allez, on va dire, capitaliser sur ce qu'on a fait là, dans le cadre de cette étude et le projet Bonsaï? Oui, je ne sais pas si je laisse la parole à Teodolina, c'est elle qui gère les projets Bonsaï. Je ne sais pas si elle est toujours. Oui, oui, je suis Elle- là. Ah ouais, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Alors, pour répondre à la question, en fait, donc c'est un projet qui est financé par Interreg Europe North Sea, et le projet donc implique différentes personnes, et le but, ça va être de transformer le site utilisé dans le cadre d'IO for Wetlands comme site de référence pour le suivi de ce projet, pour étudier justement l'influence enfin, continuer le monitoring et la mise en place de la zone humide, et comment maintenant que les anciens polders se transforment tranquillement en zone humide, comment ça va affecter justement tout ce qui est cru de l'ESCO et ainsi de suite. Donc ça va vraiment, on espère, à confirmer, mais on est très confiant pour que ça devienne un site de référence pour les 4 ans sur lequel va durer le projet Bonsaï. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Et quelles ont été, quelles sont les interactions que vous avez avec les partenaires frontaliers, là, euh, enfin, les gestionnaires en fait, hein,
Alors, on a donc du côté belge ou du côté Pays-Bas, donc parce qu'on a les deux polders sont situés vraiment à la frontière. On a autant des contacts avec l'agence, enfin, on va dire gestionnaire de l'eau, qui est donc l'agence Stoa au niveau du Pays-Bas, qui sont très intéressés parce que c'est leur site de référence. Au début, quand ils ont étudié dans un ancien projet Interreg, les polders aussi, ils ont de l'impact de la digue, et là, ils veulent voir de justement comment est-ce que cette zone humide affecte aussi la qualité de l'eau et ainsi de suite, parce qu'il y a un gros problème de pollution de l'eau maintenant que la digue a été rompue. Toutes les anciens sols sont devenus des sols pollués, où on a une très forte pollution, par exemple, à l'arsenic, qui est vraiment spécifique de toute la région du bassin de l'Escaut. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi, ils sont aussi également très intéressés pour savoir comment est-ce que nos avancées, ce que l'on découvre et comment est-ce qu'on utilise la donnée satellite pour faire le suivi de l'humidité de l'eau, enfin de l'humidité plutôt des sols, pardon. Et après, du côté par exemple, de l'université d'Anvers, ils sont également intéressés parce qu'ils ont installé une sonde directement sur place pour mesurer la sédimentation. D'où le fait que maintenant, on veut travailler sur voir que si les changements que l'on voit sur la hauteur du sol obtenus par les données, par des acquisitions que l'on a faites avec les satellites Pléiades sur les MNS, montrent une corrélation ou pas avec ces mesures de sonde in situ. Donc en fait, on a des petites briques qui se raccrochent les uns par rapport aux autres. Et c'est ce qui en fait en plus un projet intéressant, on arrive à travailler avec des gens qui sont pas du tout spécialisés à la télédétection, par exemple dans le cas de l'Université d'Anvers, où là, ce sont vraiment des écologues, des sédimentologues qui sont intéressés par la donnée satellitaire et l'apport que ça peut avoir pour travailler sur d'autres zones d'études, puisque bon, les Pays-Bas ont énormément de zones humides sur tout le long de leur littoral. Oui. Et avant de poser la question là de Noah, je voulais savoir, bon, là, ce projet, il va bientôt se terminer. Est-ce que, bon, sur quoi il va pouvoir tourner après? En gros, est-ce que cette étude va pouvoir être poursuivie? Comment est-ce qu'on peut envisager le transfert auprès des gens en charge de cela, en charge du monitoring? En gros, est-ce que c'est vous, CEREMA, qui allez continuer à regarder à travers Banzai, par exemple, ou autre? Alors, ce qu'on aimerait, ce serait aussi, par exemple, définir beaucoup mieux les indicateurs pour répondre un petit peu à la question à partir des différentes corrélations que l'on a. Donc, en voyant, typiquement, là, on sait que, par exemple, dans le cas d'une zone humide, la température de surface et la température de subsurface sont très bien corrélées. Donc, ce qui nous donne une confiance en disant pour les gestionnaires, si vous prenez une température de surface pour voir un petit peu s'il y a des variabilités au cours du temps, en effet, ça reste quand même de la très bonne indication, un très bon indicateur. Après, voilà, pour l'instant, on est pas mal en échange aussi avec le GIPSA Naval, combien même on a aussi le droit à la remarque comme chaque zone humide a ses spécificités, ce qui est ce qui est vraiment complètement vrai. Mais on essaie justement à réfléchir à des indicateurs qui soient un peu plus généraux, que l'on puisse appliquer pour avoir une première idée, un premier état, une première approximation, on va dire, de cette zone humide et pouvoir peut-être cibler des zones beaucoup plus spécifiquement qui seraient, comment dire, plus intéressant ensuite d'aller sur le terrain pour vraiment travailler sur cette zone qui a été identifiée a priori comme étant une zone où il peut y avoir un changement, je ne sais pas, d'un état de surface ou un signal un peu qui sort de l'ordinaire. Il y a deux autres questions. Alors, Vincent et Manoa, vous pouvez prendre la parole, hein. Sinon, Mhm. Ouais. Donc, sur la question, donc, allez-vous libérer les données ou les briques logicielles visu-occupation du sol? Merci. Alors, il y a une partie des briques logicielles qui sont open source, hein. Alors, il faut savoir que Examine, qui est derrière le jumeau numérique, en fait, on a deux versions. On a une version open source qui est Examine Community, qui gère déjà la notion de capteur, qui est utilisée notamment par l'Ifremer sur des problématiques liées aux flotteurs Argo, à la récupération des données des flotteurs Argo. Sur la brique purement jumeau numérique, pour l'instant, ce n'est pas trop à l'ordre du jour. D'une part, parce qu'on a des contrats sur lesquels on livre des licences pour des clients divers et variés. Et, euh, et que livré, on n'a pas encore un modèle économique suffisamment installé autour des jumeaux numériques pour pouvoir libérer ces briques-là. Et les libérer maintenant, ce serait quelque part donner le fruit de toute notre R&D
à des sociétés de services, à des concurrents pour venir sur les mêmes marchés que nous. Donc, la libération des briques logicielles, en fait, nous on fait de l'open source depuis toujours, hein, mais la libération des briques logicielles, en fait, elles sont très souvent intimement liées au modèle économique et à la maturité du modèle économique sur lesquels on est positionné, en fait. Donc, pour l'instant, tout ce qui est jumeaux numériques, 3D, 4D, euh, on n'est pas suffisamment installé et suffisamment en visibilité sur ce segment-là pour pouvoir livrer toutes ces briques-là. Par contre, la partie examen community permet déjà de visualiser toutes les données satellitaires, de récupérer les données de capteurs, donc selon les standards OGC, hein, alors Sensor Web Enablement, et là, en l'occurrence, c'est du Sensor Things qui sont les dernières versions des standards d'interopérabilité liés à la diffusion de données de capteurs. Donc tout ça, c'est open source. C'est vraiment la brique 3D, 4D qui, elle, est encore fermée. Et si Voilà. je peux compléter, tout ce qui est carte d'occupation du sol, les données sondes et tout ça, ouais, tout ça, ça va être téléchargeable directement. Donc soit via le serveur, soit nous, on pourra le mettre aussi, par exemple, les cartes d'occupation du sol directement sur le GitHub du projet. Et après, le but, justement, c'était de dire que tout ce qui est produit, enfin, comment dire, tous les transects, tous les acquisitions, les graphiques qui sont générés via le jumeau numérique sont téléchargeables. Pour la question de Frédéric, donc quel lien avec Alon Wetland? Ben, en fait, aucun. C'est un pur hasard. En fait, Géomatis s'est trouvé positionné sur deux projets SCO avec deux partenaires, les deux Cool. travaillant dans les zones humides. Oui, c'est ça. Non, non, mais Mais c'est pas pour vous. Enfin, en fait, je savais, mais au niveau de l'implémentation finale, mais en voyant les, les cartes de, de classification, vu vu qu'Anis nous a présenté également Ion Wetlands jeudi dernier, voilà, je me disais qu'il pouvait y avoir des choses alors, effectivement, développées, des indicateurs voilà, qui ouais. pouvaient être utilisés. En fait, dans un premier temps, le besoin primordial de la Tour du Valas, c'était vraiment d'avoir un portail. Donc là, c'est un portail qui a été développé. Je pense que c'est une question de maturation de la solution, en fait, hein. Dès que le portail sera utilisé en routine et que les, les gens suggéreront sans doute des améliorations. Et dans ce contexte-là, effectivement, euh, la partie qui aura été développée sur EO4 Wetland, en tout cas les briques techniques, pourront tout à fait être intégrées dans le portail de j'arrive jamais à le dire, excusez-moi, AI on Wetland, dans une continuité potentielle du projet. Pour l'instant, l'objectif d'AI on Wetland, c'était vraiment de mettre en place le portail pour que la solution soit opérationnelle, quoi. Je ne sais pas si on a répondu à la première question là sur la validation des données. Oui, si vous voulez, je pourrais venir au slide qui, ouais, qui montre les résultats. Juste pour être rapide, juste d'avant. Oui, voilà. Il y a deux méthodes totalement différentes dans les cas des radars et optiques. Côté radar, on a utilisé la polarisation BV et avec un filtre specle de Refined Lee, avec une méthode de seuillage qui dépend d'un histogramme. Et avec ça, on a séparé les classes eau et la Terre. Et avec la date de l'image, on l'a croisé avec la date des marées, qu'on a démarré des données des marées tous les 15 minutes. Et avec ça, on a essayé de faire cette corrélation. On a fait cette corrélation et on a eu ces résultats. Et côté optique, c'était en utilisant l'indice N2WI avec un seuil fixe de 0,06 et on a obtenu ces résultats-là. Et côté thermique,
Le suivant, s'il vous plaît. Modis considère des moyennes journalières et moyennes de nuit. On a fait les mêmes exercices avec des moyennes, des données de température de surface tous les 15 minutes aussi de la zone. Et on a obtenu ces résultats. Et côté Landsat, c'était la mesure ponctuelle et on l'a croisé avec la date tous les 15 minutes précises du satellite. Et voilà. Et là, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous laisse mon mail et comme ça, on peut discuter. Et peut-être pour revenir sur la partie marée, en fait, c'est pas visible dans la présentation, mais un gros travail qui a été fourni au niveau du jumeau numérique, ça a été vraiment la modélisation du dioptre, donc de la surface des océans à l'échelle globale. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour pouvoir représenter les phénomènes de marée de façon très précise sur des zones avec extrêmement peu de relief, en fait, on a dû dynamiquement, en fait, recaler ce modèle de la surface de l'océan, le recaler sur les datums des projections locales pour recaler le niveau zéro de façon très précisément en fonction des zones. Là, en l'occurrence, bon, on était focalisé sur une zone, mais nous, l'objectif au niveau du jumeau numérique, c'était pouvoir recaler dynamiquement le niveau zéro sur l'ensemble des zones du globe, en fait. Donc là, on a développé un mécanisme qui permet de récupérer le datum des projections locales pour recaler le niveau zéro. Et on a connecté, en fait, alors là, dans les slides étant statiques, c'était forcément pas trop visible, mais on a connecté, en fait, le dioptre sur les tables des marées ou potentiellement des capteurs, hein, typiquement, de façon à pouvoir représenter vraiment le niveau réel de la mer et de la marée sur zone, soit par acquisition de données de capteurs, soit en utilisant des modèles, quoi. Donc là, on est vraiment dans le jumeau numérique, puisque là, c'est vraiment la définition même du jumeau numérique, c'est vraiment pouvoir combiner des modèles physiques à de la donnée 3D, 4D, quoi.